Bonsoir, cher professeur. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de m'asseoir à côté de vous pour pouvoir vous présenter mes préoccupations et mes remarques. Voilà, je suis Ricardo Conlac, je suis un ancien de la diaspora allemande. J'aurais d'abord une remarque, parce que depuis, on est là, on est dans la sphère tech, on va dire, dans la sphère technologie. Et depuis, vous articulez assez sur les financements qui vont passer par des banques, mais j'aurais d'abord une remarque là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu de la tech n'est pas un milieu éligible au financement bancaire dans un départ. Donc c'est une chose qu'il faut qu'on prenne en considération. Donc il faut savoir que le milieu de la tech, c'est quelque chose, c'est un secteur où on est assuré qu'au moins 95% des investissements vont être perdus. Donc le banquier ne saurait prendre ce risque-là. Donc c'est ainsi que je voudrais plutôt proposer qu'au lieu de créer des lignes de crédit dans les banques, parce que les startups ne sauront jamais comment faire ou bien ne pourront jamais remplir les conditions pour prendre ces financements-là, de plutôt créer des mécanismes et des incitations qui vont mener à des créations de réseaux d'investisseurs locaux. Je prends un exemple. Depuis que je suis au Cameroun depuis 2022, j'ai constaté qu'il y a par exemple des réseaux d'investisseurs comme Cameroun Angel Network, Mountain Angel Network, de Okiliant et bien d'autres qui essayent malgré tout, c'est-à-dire c'est un risque qu'ils prennent, quand bien même ils savent que c'est très risqué parce qu'à la fin, 95% des investissements vont échouer. Donc ce que je proposerais dans ces cas, c'est plutôt leur donner ou bien créer des critères d'éligibilité pour des startups qui pourront peut-être aller chercher une certaine certification chez les pouvoirs compétents, bien à l'occurrence l'État. Donc on cherche juste cette certification-là et ensuite, maintenant la certification, elle va permettre par exemple à la start-up de lever chez les investisseurs locaux cet investissement-là, donc maintenant que l'État pourra maintenant garantir. Donc on a plutôt une diminution du risque aux côtés de ceux qui veulent bien prendre le risque d'investir dans des startups. Je pense que de cette manière-là, il y a des pays comme l'Angleterre par exemple qui le font déjà à travers des mécanismes qu'ils ont appelés par exemple le SEIS ou bien l'EIS pour les entreprises un peu plus grandes. Voilà, donc ça c'était d'abord la remarque que j'avais. Et ensuite maintenant j'avais une question pour des gens comme moi qui sortent de la diaspora, parce que je dois vous avouer que mon retour au Cameroun n'a pas du tout été facile. Pas vraiment. Je veux dire, on vient d'un environnement où on a certes l'expertise acquise à l'étranger, mais on est aussi dépaysé déjà. Donc c'est-à-dire les réalités locales, ça fait longtemps qu'on n'a plus été au pays, donc en fait, face à beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup de Camerounais, que ce soit de l'Allemagne, de la France ou des États-Unis, qui aiment le Cameroun, qui adorent l'esprit en fait de pouvoir construire ce Cameroun ensemble. Mais ces mêmes Camerounais que je connais là ont au moins à 99% échoué dans leurs divers investissements au Cameroun. Parce que le plus souvent, on veut bien préparer son retour, mais après, on envoie l'argent. Vous savez tous comment ça se passe après. Donc, avant un niveau, on se fâche, on dit, ah, c'est même quoi depuis que je ne mets plus l'argent, que je mets l'argent et je ne vois rien. Soit on décide de ne plus rien faire, soit on rentre au Cameroun comme moi pour essayer de mieux comprendre. Donc, j'aimerais savoir dans votre programme ce que vous comptez faire pour assurer un retour effectif de cette expertise-là de la diaspora, parce qu'on parle tout de même de plus de 20 000 Camerounais qui sont ingénieurs en Allemagne, on parle de plus de 50 000 en France, on parle également de plus de 5 000 au Canada, on parle également de plus de 10 000 aux États-Unis. Merci beaucoup de votre remarque initiale sur le financement. Je vous comprends, mais je ne crois pas que ce soit contradictoire. Avoir une ligne de financement privée, en fait, ce n'est pas privé, c'est une ligne gérée par les banques, mais c'est un financement public. C'est l'État, ce n'est pas le banquier qui demande et vous fait des prêts
comme à l'habitude. C'est un financement public. On passe par la banque simplement comme couloir, comme institution, instrument de facilitation. À preuve, on n'appliquera pas les taux bancaires. Donc c'est de l'argent public. Mais on utilise les banques comme un véhicule pour diminuer justement les coûts et l'argent que l'on perd dans les structures. Parce que si vous voulez ouvrir une agence d'une banque ici à Douala, il faut un bâtiment et puis il te faut un personnel avec des postes, donc des directeurs, ceci, des véhicules. Lorsque l'argent est géré par une banque de la place, on sait que le crédit est disponible, qu'il tient son comité. On ne va pas dire de crédit en l'occurrence, mais son comité de sélection tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, il va tenir, il va sélectionner le projet, il va financer. Et nous n'avons même pas discuté de la question de savoir s'il y aura un taux d'intérêt là-dessus. C'est peut-être à un taux d'intérêt 0. C'est peut-être à un taux d'intérêt 2%. Donc c'est l'argent public, c'est un moyen de financer. Je vous comprends très bien, professeur. Voilà, seulement, les startups n'ont pas besoin de crédit. Bon, tant mieux si c'est le cas. On a plus besoin de prise de participation. On a plus besoin qu'il y ait des experts qui peuvent mettre quelque chose à la bourse. Il y en a au Cameroun. Mais seulement, ils ne peuvent pas actuellement, c'est-à-dire sauter ce pas-là parce qu'ils trouvent le risque trop grand pour eux. Oui, vous ne m'avez pas laissé terminer. Je voulais prendre ce premier aspect pour vous expliquer peut-être le fond de notre démarche sur la question des lignes de crédit. Parce que vous avez dit qu'ils n'ont pas besoin de financement bancaire. Je voulais vous faire comprendre que ce n'est pas un financement bancaire. La banque est là comme véhicule, c'est un financement public. Donc c'est l'argent public qui peut être à taux 0 ou à taux 1% et tout. Si c'est taux 0, ce n'est pas un crédit. Donc voilà. Mais l'État ne peut pas se mettre à un carrefour pour dire qu'il y a un projet, je donne l'argent. Il faut bien qu'il y ait un véhicule, qu'il y ait un mécanisme et ce mécanisme-là permet de sélectionner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec vous de dire que les startups n'ont pas besoin de crédit. Ça dépend. Dans la tech, il y a beaucoup de compartiments. Nous parlions tout à l'heure, par exemple, de billes, qui est sur un segment maintenant, c'est toujours une start-up aussi, ou bien c'est une entreprise de la tech. Mais s'il veut créer une usine là-bas, pour créer une usine, vous n'allez pas dire que c'est encore le même type de financement qu'une start-up qui vient avec une idée ou machin. Non. Donc, je crois que la palette d'ailleurs des entreprises du secteur technologique est vaste, est large. Donc, il faudra adapter les financements en fonction de cela. Je voulais maintenant en venir à votre idée pour vous dire, je la trouve absolument intéressante. Le problème n'est pas là. Mais maintenant, vous ne m'avez pas dit, parce que vous avez dit qu'il faut aller chercher une certification auprès de l'État. L'État donne la certification comment? En posant par exemple des critères d'éligibilité. C'est l'idée de mon comité de sélection. C'est la même idée. C'est-à-dire que lorsque vous avez un comité de sélection composé en grande partie des chefs d'entreprise ou en tout cas des acteurs économiques du secteur privé qui sélectionnent, vous avez cette certification-là. C'est en quelque sorte cette certification. On dit le projet est valable. Comme on dit habituellement, même si ce n'est pas le terme qu'il faut en l'occurrence, il est bancable, c'est-à-dire qu'on peut soutenir finalement. Donc vous pouvez prendre ce risque-là. Parce que c'est toujours le niveau de risque. Hein. Vous pouvez prendre un risque à 50% ou à 100%. Je le dis d'autant plus que quand c'est mon expérience personnelle d'investissement foireux, il y a à peu près 30 ans, vous voyez, justement les entreprises du secteur technologique démarraient. Et je me souviens toujours, on avait parlé du grand, enfin comment on appelait ça, le bug, qui allait intervenir des années 2000. Voilà. Et on nous disait, donc il y a toutes sortes d'entreprises, d'informatique, de la tech qui sont mises en place pour nous dire comment on va éviter le bug pour que tout ne s'écroule pas et que ça va générer un argent fou. Bon, moi je ne suis pas du secteur, je ne suis pas très confiant, mais j'ai des amis comme tout le monde et qui me convainquent que c'est un bon investissement. J'ai raclé mes fonds de caisse et tout pour mettre dedans. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais, même la mise de dépôt, mais même pas la couleur. Donc il faut seulement oublier. Donc je suis d'accord. Donc ça, c'est des choses qui se font. Donc la vérité, c'est que
nous ne devons pas avoir de rigidité en matière de financement. Il faut de la souplesse pour l'adapter justement aux activités concernées, aux entreprises concernées. Donc moi, je ne suis pas contre l'idée de certification, mais je pense que sans encombrer l'État, parce que peut-être vous ne connaissez pas l'État en termes de bureaucratie. Moi, je connais l'État en termes de bureaucratie. Plus vous leur donnez du travail, plus vous leur donnez du pouvoir, plus vous créez des blocages. Mais quand vous dites il y a un comité de sélection des projets composé des acteurs du secteur privé avec un représentant de l'État, puisque c'est les financements publics, qui siège tous les 3 mois, qui siège annuellement, j'en sais rien, il faut déterminer. Oui, comme on dit, si on a affaire à une entreprise qui est déjà dans un segment où il va faire de la production industrielle, moi je dis, bon, il va falloir voir son taux d'intérêt, on peut l'accompagner, mais ce ne sera pas à taux zéro par rapport à celui qui va venir et qui est effectivement de la tech pure et une idée, et on va dire, bon, on lui donne cet argent à taux zéro. Le taux zéro, la différence entre donner gratuitement ou bien faire comme un homme d'affaires qui prend un risque en disant je peux tout perdre là-dedans, c'est seulement le taux zéro, c'est qu'on attend quand même que tu rembourses le capital sans aucun centime de plus, mais il faudra que tu rembourses. Je pense aussi que c'est un gage de sérieux, parce que c'est quand même très tentant, hein, si on vous met 500 millions entre les mains, 1 milliard ou bien 2 ou 300 millions, en disant, bon, écoute, tu te débrouilles, si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Non, mais voilà. Je crois qu'à ce moment-là, vous avez seulement donné, vous vous êtes assuré que le gars, il va écumer tous les restaurants de Bonamou, Sadie, tous les machins. Donc il faut au moins qu'ils se disent, on m'a donné de l'argent, je n'ai pas d'intérêt à payer dessus, mais il faut que je rembourse quand même. Donc, c'est ça. Donc, attendez. Oui, l'autre question, c'était le retour. Le retour des Camerounais. Ça, c'est une grande question. Pratiquement tous les Camerounais de la diaspora ont fait la fâcheuse expérience d'envoyer de l'argent au pays pour faire quelque chose. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'ils continuent de le faire. Non, c'est l'amour du pays. Voilà. Si vous regardez notre programme 2018, et ce sera encore le cas, et même encore amélioré dans 2025, dans le programme 2025, c'est que nous voulons en réalité organiser les choses de telle sorte que la diaspora se sente en sécurité. Pas physique, ils sont dans leur pays, mais dans leurs investissements. Premièrement, nous avons dit qu'il faut une agence de la diaspora. L'agence de la diaspora, c'est vraiment l'agence qui va accueillir la diaspora quand elle arrive. Et va lui faciliter parce que ce que vous dites, le témoignage est absolument frappant et tout à fait compréhensible. C'est-à-dire quand vous avez passé 12 ans, 19 ans, machin, vous, sans revenir, ou même si vous revenez de temps en temps, vous n'êtes plus accoutumé, vous ne connaissez plus les arcanes du pays. Donc il y a besoin d'adaptation, pour ne pas dire même de réinsertion. Et pour vous réinsérer, il faut effectivement une agence. Quand vous arrivez, il faut que vous soyez en mesure, qu'on puisse vous dire, vous voulez un logement, une maison, acheter une maison, un appartement ou un terrain, il faut que cette structure soit en mesure de donner des assurances à la diaspora. Et ça, c'est pour moi, dans ma tête, c'est vraiment quelque chose qui va être important. C'est-à-dire, si c'est sur le plan foncier, ça veut dire qu'ils travaillent avec les municipalités, avec les gens qui font des lotissements, pour que lorsque vous venez, ce soit plus vous-même qui soyez livrés aux vendeurs. Voilà. Ça, c'est la première chose. Parce que je sais que beaucoup de Camerounais de la diaspora ont perdu de l'argent parce qu'ils voulaient construire soit leur maison, soit des immeubles et tout cela. Bon, la deuxième chose, la diaspora peut aller jusqu'à vous conseiller des entreprises si vous voulez construire. Mais déjà, pour moi, le rôle de la diaspora, qui est quand même, quand on parle d'une agence, c'est une institution publique, c'est une agence de l'État. Donc elle va vous garantir, donner des assurances. Vous avez ce terrain, vous êtes sûr que c'est votre terrain, que personne ne va venir vous emmerder. Et d'ailleurs, en travaillant avec la diaspora, il peut y avoir des lotissements, vous comprenez? Moi, je suis frappé par une chose. Nous faisons souvent comme si on réinventait la roue. J'ai vu l'Éthiopie repartir et être une des nations phares en Afrique
Alors qu'il y a quelques années, bon, c'était le pays où on montrait les enfants en train de mourir de faim, de kwashiorkor et tout. Et c'est la diaspora éthiopienne. Je ne dis pas elle seule, mais elle a joué un rôle clé. Et pourquoi? Parce que justement, elle a trouvé un pays où il y avait de l'ordre. Parce que les communistes ont, comment dirais-je, le tort de vouloir niveler les choses, mais ils ont quand même, à leur mérite, c'est qu'ils savent ce que c'est que l'ordre. Dans un pays communiste, on ne rigole pas avec, surtout quand c'est les trucs de l'État et tout. Donc, le régime de Mengistu avait laissé un pays où les gens sont respectueux de l'ordre. Ce qui fait que les dérives et les machins fonciers, c'était beaucoup plus limité. Et ensuite, ils ont fait, par exemple, des lotissements. Dans Addis Abeba, moi, je connais des zones entières d'Addis Abeba qui étaient des taudis, mais des bidonvilles, comme vous ne pouvez pas imaginer, où on a réglé le problème. Pour ceux qui pouvaient rester, ils restent. Pour les autres, ils sont partis, on les a relogés ailleurs. Mais il y avait là le foncier disponible et les gens de la diaspora qui avaient beaucoup d'argent. Je signale au passage, par exemple, que l'Éthiopie avait une très très forte diaspora américaine, notamment autour de Washington, où un chauffeur taxi sur 5 était éthiopien et tout. Donc, ils ont mis de l'argent. Mais c'était garanti et sécurisé. Donc, pour nous, l'agence pour la diaspora, c'est ça. C'est vous garantir cela. La deuxième chose, c'est que lorsque vous venez avec un projet d'entreprise, toujours au sein de l'agence, parce que nous voulons qu'il y ait en quelque sorte un guichet unique, si vous voulez, dans l'entreprise. S'il y a des formalités d'entreprise que vous n'alliez pas, déjà même le gouvernement, il y a un guichet unique avec l'API. Oui, exactement, c'est un guichet unique. Donc, il faut avoir l'équivalent au sein de l'agence pour la diaspora. C'est-à-dire, vous venez avec un projet industriel, vous n'allez pas multiplier les administrations. C'est-à-dire, on va vous dire, sur le plan fiscal, voici les formalités que vous devez remplir, sur le plan telle chose. Si vous avez, par exemple, si vous tombez dans le régime des exonérations, parce qu'il peut y avoir, votre entreprise peut entrer dans le secteur où l'État fait des exonérations sur 5 ans ou 10 ans, voici ce qu'il faut remplir. Nous voudrions vraiment, c'est l'idéal, que demain, un jeune Camerounais qui veut créer son entreprise, au bout d'un mois, soit en train de démarrer tout. En train de démarrer la construction, la réalisation de son entreprise. Parce qu'effectivement, on aura organisé les choses de façon à ce que là, il puisse avoir toute l'information. Et l'informatisation dont nous parlions va également nous aider. C'est-à-dire le fait qu'on mette tout cela, que tout cela soit informatisé en ligne. Pas que vous allez tomber sur des agents, vous allez remplir 10 pages de paperasse et tout. Il faut faire ça en ligne et tout, on va traiter, on vous donne les réponses immédiatement. J'ajoute que si nous étions suffisamment attentifs à la diaspora, construire une ville nouvelle au Cameroun ne serait rien du tout. Ça serait rien. Le problème, c'est que parfois nous sommes tellement jaloux entre nous-mêmes que nous ne voulons pas faire quelque chose parce que c'est X ou Y qui va en profiter. Et nous voulons développer le pays ou pas. Si vous faites une ville nouvelle, les gens disent qu'ils ont de l'argent. Vous dites que vous avez fait le lotissement, vous ne leur donnez quand même pas le terrain gratuitement. Ils veulent avoir la sécurité de leur investissement. Mais faites-le et ils vont vous construire la part qui revient au privé et vous allez faire les bâtiments, les édifices publics pour que tout cela soit en harmonie et marche. Donc il y a des montagnes d'argent qui dorment là dans la diaspora. Et la diaspora camerounaise n'est pas moins riche que d'autres diasporas que j'ai vues, que la sénégalaise ou la malienne et tout. Mais il faut apporter ces garanties. Ce sont les assurances que nous voulons donner demain. Donc avec cette agence qui sera gérée peut-être même par quelqu'un de la diaspora, moi j'en ai rien à foutre, mais c'est simplement qu'elle soit capable de faire les prestations, de donner les services qui apportent des garanties et la sécurité aux gens de la diaspora pour investir dans le pays. J'ajoute pour terminer que nous avons pensé également à un fonds de la diaspora. Parce que vous avez beaucoup d'argent dormant là. Il y a des gens de la diaspora qui peut-être n'ont même pas envie d'investir, de construire et tout. Vous faites un fonds de la diaspora. Nous passons le temps à chercher à lever des fonds sur le marché financier de l'Afrique centrale. Est-ce que la diaspora y concourt? Non. Nous voulons par ce fonds-là créer un mécanisme de financement qui peut permettre à la diaspora de placer son argent à un taux d'intérêt satisfaisant. Voilà.